Bonjour à tous et bienvenue autour de cette grande table. Y a-t-il une vie avant le fait divers ? Dans Laetitia, mini-série diffusée sur France 2, Jean-Xavier de Lestrade raconte la vie cabossée d'une jeune fille d'aujourd'hui. Pas un documentaire, une fiction, adaptation du livre de l'historien Ivan Jablonka. Le réalisateur déjà oscarisé pour Un coupable idéal nous rejoindra à partir de 12h55. Mais d'abord, danser à ciel ouvert. Il y aura danse de nuit, il y aura 10 000 gestes, il y aura à bras le corps ou encore la danseuse malade, à l'honneur du festival d'automne à Paris qui débute ce mois-ci jusqu'à février. Début février 2021, l'ancien directeur du Centre chorégraphique national de Rennes, le chorégraphe Boris Charmatz, est notre premier invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr. La grande table. Olivia Gesbert. Et bonjour Boris Charmatz. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait faire quelques échauffements pour commencer ? C'est ça, j'ai vu que vous aviez mal au dos, mais là, à distance, Non. c'est difficile. Ah bon ? Ah d'accord. Oui. Ouais. Ok. On peut soigner par Skype ou Zoom, mais en tout cas, moi, je ne sais pas faire. Et pour la voix, on peut faire quelque chose ? Alors là, la voix, je vous conseille Dalila Katir, qui est une coach vocale, chanteuse, artiste extraordinaire, et elle résout tous les problèmes artistiques et vocaux du monde. Donc elle aide tous les danseurs du monde à chantonner, à faire quelque chose avec leur voix, et du coup, ils dansent mieux. Alors moi, j'ai une bonne idée. Je vais arrêter de parler, je vais surtout vous laisser la parole. Et c'est vous qui allez nous raconter ce portrait au Festival d'automne. C'est l'occasion un peu d'une rétrospective quand même. On a beau ne pas aimer le mot, à votre âge peut-être, vous êtes entre 40 et 50, quelque part au milieu du gué. On va quand même, durant ce festival, faire votre portrait, rembobiner. Et peut-être à partir de ces images, recréer quelque chose. C'est en tout cas le souhait que vous portez. Essayez de mettre en chantier votre pratique à partir des images qui vont être présentées là. Mais vous l'avez dit, c'est plus un chantier en fait. C'est pas tant que ça rétrospectif, parce que par exemple, j'ai fait le musée de la danse pendant 10 ans, mais on s'est pas dit, alors on se retourne et on va présenter tout ce qui n'avait pas été présenté à Paris. C'est quand même vraiment l'idée d'avancer, de faire quelque chose pour ici et maintenant, et notamment autour de ce projet de terrain, c'est le nom de mon association, et au Centre national de la danse, on va faire tout un travail sur une future institution que j'aimerais inventer, fonder, qui serait un terrain urbain, donc dans la ville, vert, chorégraphique, donc sans mur, sans toit, mais pas hors les murs, donc pas en déplacement permanent, mais vraiment l'idée bon, on parle beaucoup de jardin collectif, de forêt urbaine. Moi, j'ai envie que l'art soit là-dedans, et donc j'ai envie d'inventer une institution qui serait comme un centre chorégraphique national finalement, mais sans mur, sans toit. Donc il y pleut, il y fait chaud, mais on peut repenser bien sûr notre empreinte carbone, mais aussi la place de l'art dans la ville qu'on est en train d'appeler de nos voeux, avec de la mobilité douce, du vert, du végétal, mais aussi de l'art brûlant. Et moi, j'ai envie que la danse et l'art participent à ces débats sur la cité d'aujourd'hui et du futur. Et sans mur, sans toit, ça veut dire aussi sans scène ? Sans scène, bon, j'adore les scènes. On est invité là cet automne à Chaillot, magnifique scène. On est aussi au Châtelet ou à la Maison de la Culture de Bobigny, mais on utilise tous les espaces de la Maison de la Culture de Bobigny ou du Châtelet. Donc c'est pas vraiment la scène qui m'attire en premier lieu, même si j'adore danser sur scène aussi. Moi, j'aime bien l'idée de la scène horizontale, en fait, où on distingue pas bien les spectateurs et les performeurs, les danseurs. Et du coup, il y a pas de barrière fixe entre l'artiste professionnel, l'artiste amateur, l'enfant, le passant. Moi, j'ai envie que tous les mouvements participent de l'art qu'on fabrique. Donc, dans l'idée de terrain, par exemple, je veux pas du tout fabriquer une scène à ciel ouvert. Dans l'histoire, il y a par exemple Anne Halprin, une magnifique artiste américaine, chez elle, sur la côte ouest, a fait un dance deck, c'est des sortes de studios de danse à ciel ouvert, c'est magnifique, mais moi je veux que le studio de danse soit dans la boue, ou dans l'herbe, ou au milieu des arbres, ou là où on voudra bien se poser, mais j'ai pas besoin d'un bon sol de danse rebondissant.
Et est-ce que tout ce qui s'est passé les derniers mois, ça vous a pas quand même aussi un peu beaucoup, travaillé? Parce que là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous voulez déconfiner, les corps, déconfiner aussi, le la danse et le spectacle que la danse peut produire, hein. Bon, c'est un projet à long terme. On a fait un test l'an dernier à Zurich, au festival de Zurich, qui s'appelle le Spectacle, au bord d'un lac, où pendant 3 semaines, on a joué. Donc, c'est pas un projet de confinement, ce terrain, mais c'est vrai que le confinement, moi j'étais dans un couloir, je faisais l'école à la maison, on gérait les annulations, les reports. Et j'ai pas eu l'énergie. J'admirais les artistes qui ont fait des performances de cuisine, de salle de bain. Moi, j'ai pas eu cette énergie-là. Je me suis plutôt projeté sur un futur solo, sur ce terrain, sur la préparation du festival d'automne. Et du coup, voilà, je me suis projeté dans le futur un peu et pas dans des performances online. J'ai fait très peu ça. J'ai très peu aussi enseigné à distance. J'ai décidé plutôt de réfléchir. Mmh. Et ça donne ça. Ça donne ça et ça donne cette invitation au festival d'automne qui passe par des lieux très 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 différents, des projets très différents et on va aussi du plus petit avec par exemple le duo avec Emmanuel Huynh d'Odile Duboc, Boléro 2 et puis la version qu'on en fait nous au ralenti qui dure 50 minutes donc dans le musée de l'Orangerie jusqu'au Grand Palais qui est évidemment un lieu immense et du coup qui ressemble presque à un désert, en fait, hein, quand on danse au milieu de la nef. Mais j'adore ce lieu depuis que j'ai vu les premières Monumenta. Et j'avais toujours eu envie de faire une Monumenta pour tous, en fait, d'avoir une Monumenta physique, corporelle, chorégraphique, dansante, dansée, pour tout le monde. Alors avec le virus, les projets bougent. Moi, je voulais faire une tempête avec 400 danseurs, des amateurs des Hauts-de-France qui viendraient. On serait tous les uns sur les autres. C'était complètement chaotique. Bon, ça, c'est très dur à imaginer aujourd'hui dans les conditions sanitaires. Donc, on a changé de projet, mais on fait quand même une nuit de duo infini. Toute une nuit de duo le 15 janvier. Et puis le 16 janvier, on fait un happening tempête, une sorte d'immense atelier où pendant 5 heures, tout le monde, le public, mais aussi les étudiants du Conservatoire de Paris, par exemple, ou les acteurs de la compagnie de l'Oiseau-Mouche à Roubaix, plein de gens peuvent quand même se rassembler. Le lieu est immense, donc on va pouvoir respecter des distances s'il faut, on va pouvoir avoir des masques s'il faut, et on va inventer quelque chose où pendant 5 heures, on s'échauffe, on répète, on performe, on fait même un dance floor, on passe 5 heures à danser plus qu'on a pu le faire ces derniers mois. Le masque ou pas le masque, vous en faites pas une question de principe? Ce que je sais, c'est que j'ai vraiment du mal à avoir le masque, non pas dans la rue ou dans les magasins, mais dès que je fais du sport, enfin dès que je danse, je fais des danses qui sont trop chaotiques, trop physiques. Le masque, il ne tient pas, je respire pas assez. Donc, je peux pas danser avec le masque, mais pas pour des questions de principe, vraiment pour des questions d'oxygène, des questions physiologiques comme ça. Donc, c'est compliqué. Le masque, même si je l'ai un peu tout le temps, comme tout le monde. Il va falloir trouver. Alors, il y aura Happening Tempête et juste avant, ça s'appellera quand même La Ronde, hein. La ronde, ouais. Hein, La Ronde et Happening Tempête qui se donneront les 15 et 16 janvier au Grand Palais à Paris. Étranger le temps, Boléro 2, vous l'avez évoqué, se donneront au musée de l'Orangerie à Paris aussi. Ce sera le 7 décembre, un peu avant. Et puis, il y a une constante quand même dans votre parcours, Boris Charmat, c'est ses partenariats avec des musées. Il y a eu le MoMA de New York, il y a eu la Tate de Londres, la Cour Carrée du Louvre et celle des Beaux-Arts à Paris pour Danse de nuit. Pourquoi ce lien si particulier avec le musée? On a quand même le sentiment que d'un côté, le musée, ce sont des institutions solides, bien campées sur leurs pieds, des institutions qui conservent, là où la danse est plutôt synonyme de légèreté, c'est un art éphémère. Comment vous arrivez ou pourquoi vous cherchez à les réconcilier? Bon, bah, déjà, on croit que la danse est éphémère. Et c'est vrai que bon, il y a cette légende et ça repose sur quelque chose de réel, c'est que on danse un soir, mais le lendemain, le geste s'est transformé, on a vieilli, la situation est différente. C'est pas le même geste, c'est pas la même œuvre, donc chaque geste est unique. Oui. Oui, mais on continue de danser Isadora Duncan. Oui, mais les œuvres de Forsyth sont jouées depuis 40 ans. Oui, mais il y a un mais, un gros mais. Et en fait, la danse a une histoire, a de la mémoire. On n'a peut-être pas de musée, on a fait le musée de la danse, mais il y a très peu de musées en danse. Mais en fait, le corps des danseurs, c'est un musée, c'est un lieu d'archivage, c'est un lieu de mémoire, etc. Donc, c'est plus compliqué que ça. Puis les musées, on les voit très fixes.
Bon, aujourd'hui, il y en a qui sont fermés, on a du mal à les visiter, c'est très compliqué pour eux en ce moment. Mais en fait, les musées, les œuvres d'art doivent sans cesse être rénovées, réinventées. Les collections sont permanentes, mais en fait, on change la disposition des expositions permanentes. Donc en fait, les musées sont en mouvement. Et puis, spécialement ces dernières années, notamment le MoMA et la Tate, où effectivement, on a fait des gros projets ces dernières années. Les musées ont eu envie de se réinventer. C'était des musées de collection d'objets fixes, de peintures, de sculptures. Donc, c'est pas des musées coloniaux. Ce serait trop fort de dire ça, mais on collecte, on extrait des artistes et des arts, des œuvres qu'on collecte, on amasse comme ça un trésor. Et en fait, les musées ont envie de devenir autre chose. Des musées de pensée, des musées de mouvement, des musées en phase avec la société d'aujourd'hui, qui bouge, qui est en crise. Et du coup, effectivement, la danse a quelque chose à faire là. La performance a quelque chose à faire là, pas seulement par des photos de performances qui ont eu lieu, mais vraiment par le fait que le musée, c'est un lieu de travail aussi. Et le musée de la danse, on a beaucoup insisté là-dessus, sur le fait qu'il y a des danseurs au travail dans un musée. Ça montre aussi le travail du musée, le travail des gardiens, le travail des gens qui manipulent les œuvres, le travail des gens dans les bureaux qui organisent les expos. Donc en fait, pour moi, le musée, c'est un monde vraiment en mouvement. Et c'est pas la peine de citer le Louvre à Abu Dhabi pour montrer que le Louvre n'est plus ce qu'il était, et le Louvre a changé. Et du coup, moi, ça m'intéresse vraiment, et j'aimerais que les théâtres bougent autant. En fait, on pourrait dire que l'art vivant, c'est dans les théâtres, oui, mais est-ce que vraiment le fonctionnement des théâtres a changé tant que ça les 30 dernières années? Moi, j'ai l'impression qu'il y a encore des choses à faire pour que les théâtres bougent et s'adaptent à des préoccupations qui sont des préoccupations écologiques, qui sont des préoccupations d'inclusion, qui sont préoccupations d'art brûlant. Et c'est peut-être encore quelque chose qui est à faire. Alors, Danse de nuit, on le disait, cette performance, elle a eu lieu notamment dans la cour carrée du Louvre et dans la cour des Beaux-Arts de Paris. La nuit, c'est pour vous le temps du rêve. Vous l'évoquiez autour de Happening Tempête et de cette double pièce qui sera présentée au Grand Palais. C'est un espace où tout semble permis pour vous, Boris Charmat. On va écouter un extrait de Danse de nuit, cette performance nocturne qui se donnait à voir et à entendre en 2016. Voilà, je m'inspirais dans plein de mouvements. Et on m'a dit, que tu fasses autre chose, que tu sois au bureau, nanana. Je me comprends, c'est ennuyant le bureau. Moi, je veux danser. J'adore Macbeth parce que Macbeth, c'est vraiment l'expression du mal absolu. C'est génial, Macbeth, surtout quand c'est Orson qui joue. J'adore quand il fait Othello, quand il gueule là, avec son gros visage là en noir et blanc, il fait Desdemona, comme ça il fait Desdemona. Il y a aussi There will be blood, they say. Blood will have blood. Ça c'est dans Macbeth aussi. Il y a aussi There will be blood, c'est un film avec Daniel Day-Lewis. J'adore Daniel Day-Lewis quand il sort tout couvert de pétrole là. J'avais envie de vous raconter un spectacle, n'importe quoi, un rêve que j'ai fait il y a pas longtemps, mais ça c'est intéressant. Un rêve que j'ai fait il y a pas longtemps. J'ai rêvé que j'avais perdu en fait une jambe comme ça, et je me réveillais comme ça, j'avais une jambe en moins. Enfin, je me réveillais dans mon rêve, et en fait, je me réveillais à l'hôpital et les docteurs m'avaient mis une autre jambe comme ça, ils m'avaient mis une jambe de femme à la place. Et plus que ça, c'était une jambe de danseuse. C'est-à-dire que j'avais comme ça une jambe avec un collant, comme ça, une pointe au bout. Donc j'ai essayé ma jambe, ça, je faisais des trucs assez incroyables, super vite comme ça. Je découvrais des nouveaux trucs, je pouvais la lancer hyper haute. C'est assez cool et en même temps bizarre, quoi. Et puis à un moment donné, je me dis, bon, il faut que je la rende avec la portable. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz 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 girl, quand tu pointes comme Boomba ça me rend dingue dingue dingue. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz 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 girl, quand tu pointes comme Boomba ça me rend dingue dingue dingue. Vous avez des rêves aussi fous que vos danseurs. Oui, c'est vrai qu'on reconnaît les voix là, de Marlène Saldana, de Julien Gallet-Ferré, de Jolie Nguemi. Et Marlène Saldana, elle est vraiment très présente dans le festival d'automne avec moi cette année, parce qu'elle est à la fois au Châtelet, à Bobigny, au Centre national de la danse. Et elle est à la fois actrice, comédienne, elle fait ses propres projets. Elle a un projet sur Showgirl, d'après le film de Paul Verhoeven, mais elle est comédienne pour Christophe Honoré. Et en même temps, elle fait les performances comme Danse de nuit. Et ce dont on se rend pas compte, enfin, je sais pas si on s'en rend compte, mais c'est qu'ils parlent, et au départ, ils disent n'importe quoi. Là, c'est le début. Mais en fait, en même temps, ils bougent en permanence. Donc, notre exercice, c'était de dire n'importe quoi en bougeant n'importe comment, mais très vite. Et puis, dans ce n'importe quoi, on se remet à bouger dans l'espace public. Arrive Charlie Hebdo.
arrivent les caricatures, arrive Charb, arrive Reiser, arrivent des préoccupations plus angoissantes, dramatiques, mais aussi poignantes. Et là, ce qu'on entendait, c'est le début. Voilà. Ils font n'importe quoi en disant n'importe quoi très vite. Et puis, on passe par c'est une sorte de voyage au milieu de la foule. Et alors, c'est vraiment le spectacle qu'on voulait faire à Nanterre et qu'on ne peut pas reprendre à l'automne parce qu'on est au milieu de la foule, on éructe sur la foule, dans la foule, on porte les gens. C'est trop dangereux, on peut pas le faire, on peut pas faire ça. En plus, c'est dans le noir, c'est très compliqué. Et du coup, on fait à la place, je dirais, Attention, qui est un spectacle non pas opposé, mais c'est un spectacle qui a été fait à la fin des, enfin, le SIDA continue, mais c'est la fin des années SIDA. C'est en 95 et 96, pardon. Et les trois danseurs, on est sur une sorte de tour à 3 étages, on est séparés les uns des autres. On danse nu, mais le corps est coupé en 2, et le trio est coupé en 3, donc à 3 étages de la plateforme. Et du coup, c'était fait au temps du virus du sida, qui continue quand même. Et puis là, on peut le rejouer, je dirais presque bizarrement, parce que les danseurs ne se touchent pas, le public est un peu loin de nous, et du coup, on peut le faire, alors que Danse de nuit, là, aujourd'hui, il est très, très, très compliqué à jouer, donc on va le reprendre plus tard, une autre fois, j'espère. Et j'espère encore à Nanterre, parce que on avait vraiment envie de jouer dans le parc à Nanterre pour les derniers projets de Philippe Ken à la direction du théâtre. Voilà, Boris Charmat, vous le dites vous-même, c'est n'importe quoi, c'est brouillon, ça semble sans cohérence, c'est parfois les mots qui viennent ou reviennent devant vos pièces. Et pourtant, et on l'entend bien quand vous nous le racontez, tout est très articulé. Il y a une pensée assez conceptuelle. Il y a une envie de raconter quelque chose. Il y a aussi une dimension très onirique dans la plupart de vos pièces, de votre danse. Comment vous parvenez à associer les deux, cette pensée à la fois conceptuelle et cette danse qui est très brute, très nature? Bon, moi, j'ai été formé à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Donc formé à la ligne, comme ça, mais à l'époque, les grands danseurs de l'époque, c'est Sylvie Guillem, Manuel Legris, ils ont des lignes incroyables, le coup de pied incroyable, la souplesse incroyable. Puis moi, je ressemble à un bûcheron, quoi. Je viens de ma Savoie, je suis trop lourd, je suis trop grand. Et du coup, quelque part, ce qui est sorti de moi, c'était beaucoup plus chaotique que je ne l'imaginais, beaucoup plus brouillé. Et peut-être aussi avec une dimension intellectuelle plus forte, parce que je faisais des études d'histoire de l'art, j'aimais les études. Donc, il y a peut-être plus de politique que j'avais imaginé, il y a plus de chaos que j'avais imaginé. Et ce qu'on fait, c'est on se débat, en fait, qui est à l'image du monde d'aujourd'hui, hein. Donc, j'ai l'impression que ça convient à l'époque. 20 danseurs pour le XXe siècle, c'est une pièce qui est donc reprise au Festival d'automne, pièce hommage au danseur et chorégraphe Dominique Bagué. Il est mort du sida en 1992. Les corps malades, les corps meurtris. Lui revient dans ces mots qu'on va entendre sur la question du corps et de la formation aussi des danseurs. La formation du danseur, ce serait de respecter les qualités humaines. Ce serait de ne pas mettre le danseur dans une petite boîte qui serait une école de danse, n'importe laquelle, et qui serait que là, le danseur serait élevé comme un cheval de course et qui n'aurait plus que cet univers-là dans sa vie. Je pense que pour moi, il faudrait complètement revoir l'idée d'un danseur sur son éducation, dans le sens avec la relation avec la musique, très très importante, et la relation avec finalement la création elle-même, la création artistique, et par la qualité aussi de son entraînement sur des bases solides aussi bien classiques que contemporaines. Un sens d'ouverture, disons. Voilà, vous reveniez, Boris Charmat, sur votre propre formation, ce passage par l'école de danse de l'Opéra de Paris à Pantin au début des années 2000. Vous montez Bocal, une école nomade, pas de petite boîte dans laquelle on enferme les élèves. Voilà ce que disait Dominique Bagué. Quelle idée vous faites aujourd'hui, maintenant que vous êtes le chef, de la formation des danseurs? Alors, je ne suis pas le chef, hein. Vous êtes le grand, alors. Il y a même très longtemps, on disait c'est une sorte de chef de file, mais je disais, mais je me retourne, je vois pas de fil, hein. Donc, oui, chef de file de la non-danse, hein, c'est ce qui vous a été. En tout cas, il y a quelque chose d'extraordinaire en France France aujourd'hui, c'est qu'il y a une nouvelle direction au conservatoire pour la danse, au Conservatoire supérieur de Paris avec Cédric Andrieux. Il y a une nouvelle direction au CNDC d'Angers avec Noé Soulier. Et il y a une nouvelle direction pour la danse au Conservatoire supérieur de Lyon avec Ali Walters, qui sont 3 personnages
incroyables et qui font qu'il y a quelque chose qui va bouger. Et quand j'entends Dominique Baguet parler de boîte, je crois que ces 3 nouvelles directions vont faire quelque chose en France pour la formation et notamment la formation supérieure. Après, moi, je suis tout fier parce qu'en fait, quand on a fait Bocal, c'était une école de tarés. C'est-à-dire qu'on a failli s'entretuer pendant Bocal, on était 16. Et en fait, au Festival d'automne de cette année, il y a plusieurs artistes qui ont fait Bocal. François Chéniaud a fait Bocal, Joris Lacoste a quitté Bocal, mais il a été l'une des grandes sources d'inspiration de Bocal. Et puis, cette année, elle n'est pas là, mais Bouchra Ouzgen, elle a souvent été invitée par le Festival d'automne, elle faisait Bocal. Et donc, c'est pas fier, c'est pas le bon mot, mais c'était une petite école qui a duré 1 an. On a failli s'entretuer, encore une fois, mais au final, pendant cette école-là, il y a des artistes très très forts qui ont émergé et qu'on retrouve aujourd'hui sur les scènes, et ça me touche, en fait. Vous iriez, vous prendriez la tête d'une école, ou je reformule, vous êtes passé, vous avez créé ce musée de la danse à Rennes, vous avez été artiste associé au Festival d'Avignon, vous êtes aujourd'hui à l'affiche du Festival d'automne. Vous entretenez quel rapport avec l'institution ou avec les institutions qui vous reconnaît, cette institution qui vous convoite et que vous ne boudez pas toujours d'ailleurs. Bon, moi j'adore les institutions. J'ai fait de la danse parce que Jacques Lang avait soutenu la création des centres chorégraphiques nationaux et j'avais l'impression que je pouvais ne pas travailler dans un bar le soir pour être danseur. Donc je tiens aux institutions, j'aime les politiques culturelles, j'ai dirigé le centre chorégraphique national à Rennes. Ça m'a plu. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être indépendant, mais d'être quand même soutenu par la région des Hauts-de-France et puis par 3 grosses institutions du Nord, que sont l'Opéra de Lille, le Phénix à Valenciennes et la Maison de la Culture d'Amiens. Alors, je vis à Bruxelles. C'est un peu compliqué parce que nos bureaux sont à Malakoff. Je vis à Bruxelles. Je travaille du coup dans l'institution qui s'appelle Charleroi Danse. Donc, et je suis soutenu par les Hauts-de-France. Donc, tout ça, c'est un territoire en mouvement, je dirais. Mais ça me plaît de réfléchir, en fait. Je suis en dehors des institutions. Je suis indépendant. Bien sûr, je suis en dialogue avec des institutions. Aujourd'hui, j'en dirige pas. Dans le futur, je sais pas, ça me permet aussi peut-être de plus danser. Donc je danse beaucoup en ce moment. Ça me permet d'être vraiment focalisé sur les projets, je dirais les projets d'art entre guillemets purs que sont le Grand Palais, la Maison de la Culture de Bobigny en fin de semaine, là, le Châtelet, Chaillot, donc tout ce festival d'automne. Si j'avais en plus une institution à diriger, ce serait sûrement un peu plus compliqué. Donc j'ai le plaisir de ça. Ça ne veut pas dire que je me pose pas des questions institutionnelles ou de direction parce que les institutions, elles doivent être vivantes, elles doivent se renouveler. Par exemple, Chaillot va se renouveler. Je crois que c'est très important qu'il y a un projet magnifique que Didier Deschamps a installé de Théâtre National pour la danse. Il faut continuer, il faut que ça change aussi, il faut que ça avance. Je trouve que c'est beau, j'ai envie de faire partie de ces questionnements-là, même si moi, là, je suis assez, je dirais, heureux de la liberté retrouvée, ou en tout cas de la liberté que j'ai en étant implanté dans les Hauts-de-France et très nomade. La transgression, elle est ailleurs pour vous. C'est pas de tourner le dos à ce monde-là, et vous pouvez aussi en saisir des... Je trouve qu'on a vraiment de la chance d'avoir des institutions, les centres chorégraphiques nationaux, pardon, les écoles de danse. Ça veut pas dire qu'on puisse pas faire une école buissonnière, ça veut pas dire qu'on puisse pas être un chorégraphe qui joue jamais dans les scènes nationales ou dans les théâtres nationaux. Mais il y a aussi ça qui est là, qui est possible. Et moi, j'aime les centres d'art, les musées, j'aime la politique culturelle, et je trouve qu'au contraire, il faut la soutenir, et il faut la soutenir même plus que ça n'est fait aujourd'hui, évidemment. L'académisme, hop, ça c'est balayé. Vous aimez dessiner des espaces ouverts, on le racontait. Vous aimez faire tomber les frontières, pas simplement géographiques, avec le public aussi, avec ce qu'on attendrait de vous, d'un chorégraphe, d'un danseur. Vous avez rencontré aussi des personnes qui vous ont beaucoup formé, beaucoup apporté. Vous leur rendez en partie hommage à travers ce portrait, cette carte blanche qui vous est offerte par le Festival d'automne cette année à Paris. Il y a eu Anne-Theresa de Kersmaker, cette femme si rigoureuse dans son approche de la danse. Elle vous a, semble-t-il, décomplexé, pas assagie. On va l'écouter, nous donner sa définition de l'art chorégraphique dans le temps et dans l'espace. Anne-Theresa de Kersmaker. Chorégraphier, ça peut être incarner une abstraction. C'est organiser des mouvements dans le temps et dans l'espace. C'est défier la gravité. C'est sauter et tourner. C'est peut-être la définition, la dernière, la plus grande éloquente. C'est quelque part célébrer notre humanité. Et mes partenaires sont
la musique, les danseurs et la nature. Voilà, ça c'est le compte-rendu de 40 ans de métier. Voilà, Anne-Theresa de Kersmaker, ensemble, vous avez collaboré en 2018 sur la partita numéro 2 de Bach. Vous aviez pensé ce moment aussi ensemble. C'est un véritable manifeste, ce qu'elle donne comme définition. Oui. Bon, vous me réinvitez dans 20 de la ans, j'essaierai chorégraphie. d'être aussi clair qu'Anne-Theresa. En l'entendant, je me disais, c'est fou parce que j'adore être interprète pour d'autres chorégraphes et j'ai travaillé quasiment uniquement avec des chorégraphes femmes. J'espère que la danse n'est pas le milieu le plus machiste, le plus fermé. Et j'ai travaillé avec Meg Stuart, avec Odile Duboc, avec Fanny de Chaillet, qui d'ailleurs participe au Festival d'automne cette année avec moi aussi. Et puis avec Anne-Theresa de Kersmaker. Et bon, j'ai adoré la rencontrer. Elle a un travail très systématique. Je sais pas comment dire. Quand elle dit c'est un résumé de 40 ans, effectivement, elle va quand même dans différentes directions, mais c'est comme si elle trace son sillon comme ça, un peu à l'image des dessins qu'elle fait au sol où les danseurs empruntent les mêmes cercles, les mêmes rosaces. Alors moi, je travaille pas du tout comme ça, mais j'ai énormément appris avec elle. J'ai adoré travailler avec elle et aussi avec Amandine Bayer, la violoniste. Mais avec toute cette pudeur, avec toute cette retenue, elle dit cette chose assez belle. Elle dit que au final, sa danse, elle cherche à travers elle à former une véritable communauté humaine. C'est ça qui nous manque aussi aujourd'hui, Boris Charmatz, et on terminera là-dessus, une danse qui rapproche, alors je ne sais pas si c'est les corps, les cœurs, les hommes, mais qui fait communauté. C'est vrai que la danse, elle pose la question du contact, de pas seulement vivre ensemble, mais bouger ensemble, des distances entre les corps. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que c'est le médium artistique qui peut avoir un sens dans l'espace public et dans l'espace, je dirais, politique d'aujourd'hui. On sait que l'espace public, il est en danger aujourd'hui parce que il est privatisé, on essaye d'évacuer les migrants, les sans-abri, les pauvres. Il est aussi en tension, notamment à la suite, aujourd'hui il y a le procès de Charlie Hebdo, à la suite des attentats. L'espace public est devenu un espace de peur aussi. C'est les lois sur le voile, c'est les tensions de la société qui sont à lire dans l'espace public. Et j'ai l'impression que la danse, c'est un très bon médium, pas seulement pour rassembler les gens, mais aussi pour participer à quelque chose qui est à la fois en commun, mais qui est aussi confrontatif. C'est-à-dire que quand on voit des danses syriennes faites à Berlin, comme on l'avait organisé dans l'événement Fou de danse à Berlin, à Tempelhof, ça pose aussi des questions qui ne sont pas juste des questions consensuelles. Et moi, j'ai vraiment l'impression que la danse est un bon médium pour l'espace public parce que, encore une fois, c'est très horizontal. On peut, en une seconde, on est spectateur ou acteur de cette danse. Et donc, j'ai l'impression que c'est le bon médium aujourd'hui. Voilà. Il se trouve que c'est celui que j'ai choisi. Alors, c'est peut-être ce qui me fait dire ça. Merci beaucoup à vous, Boris Charmatz. Portrait, donc, de vous, de vos danseurs, de vos créations au festival d'automne qui va se tenir à Paris. Merci beaucoup à vous, en plusieurs pièces. Mais ça, on peut tout retrouver sur le site, les détails, les dates précises. Ça commence à partir du 18 et ça va se tenir jusqu'à début février.